Rebonjour à tous. On va passer un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble avant cette table ronde que vous attendez tous et pour laquelle vous êtes venus aujourd'hui. Et là, je vais remettre ma casquette à moi de journaliste un peu bizarre. Moi, je suis un journaliste un peu bizarre qui s'intéresse pas tant aux vraies informations qu'aux fausses informations. Et c'est un peu bizarre parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul journaliste qui se soit dit un jour, en démarrant sa carrière, « Tiens, moi je vais lutter contre des faux complots ». En réalité, on a beaucoup plus d'intérêt à lutter contre des vrais complots, des vrais scandales, des choses qu'on voudrait sincèrement dénoncer. Et si les vrais complots existent et que les vrais complots ont fait l'histoire, eh bien, le risque qui existe aujourd'hui, c'est que les faux complots fassent l'histoire à leur tour. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que le monde de l'information a profondément changé. On en parle depuis le début de la journée, on le vit tous en tant que citoyens, on le vit aussi dans nos réalités professionnelles. Et en fait, ce bouleversement qu'est l'avènement du numérique dans nos vies a profondément changé notre chemin d'accès à l'information. Et en changeant notre chemin d'accès à l'information, eh bien, il a bouleversé tout un tas de codes, en bien, en mal, chacun est libre d'en juger. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en mal, mais je ne vais pas vous faire un grand mystère de tout cela. Et effectivement, on en arrive à une petite situation que je vous laisse illustrer avec ce petit graphique. Mais au fait, est-ce que quelqu'un a pensé à vérifier l'info ? Mais quelle info ? Ces petits moutons dessinés par le caricaturiste Rodot, effectivement, illustrent une partie de la réalité de notre monde aujourd'hui. Un monde dans lequel cohabitent à la fois des choses fabriquées par des professionnels et des choses fabriquées par des amateurs, des choses fabriquées avec le respect de la déontologie et l'ambition d'informer le mieux possible les citoyens, comme des mensonges fabriqués de toutes pièces avec l'unique but de nous désinformer. Et le vrai problème, c'est pas tant que toutes ces choses-là existent, c'est qu'elles cohabitent dans un seul et même univers qui est devenu le fil d'actualité. Quel que soit le réseau social que vous utilisez, sur ce fil d'actualité cohabite à peu près tout. Les choses très sérieuses comme celles qui ne le sont pas du tout, des choses de l'ordre de la publicité comme des choses de l'information. Et dans cette espèce de nouvelle donne de l'information, on se retrouve tous un peu perdus. On se retrouve tous un peu perdus et on a besoin de refaire du sens. On a besoin de retrouver notre capacité à nommer les choses, à les désigner, à comprendre les phénomènes. Et effectivement, on a de plus en plus de mal à le faire. Je voudrais donner un petit exemple. On va faire un peu de traduction. Est-ce que quelqu'un serait capable de me traduire en français le terme de fake news ? J'ai entendu ? Alors, désinformation peut-être, mais si on traduit littéralement le mot fake news en français, comment est-ce qu'on traduirait ce terme ? En tout cas, on pourrait utiliser le terme de fausse information. Mais si on décidait de traduire fausse information en anglais, qu'est-ce qu'on dirait ? Wrong, false. Alors, pourquoi est-ce que, pour qualifier un même phénomène, on aurait deux mots différents ? Qu'est-ce qui se cache, en plus du mensonge, dans la fake news ? Effectivement, la fake news, c'est différent de la fausse information parce que la fake news porte en elle-même la volonté, l'intention de désinformer. À mes étudiants en journalisme, vous en avez vu deux tout à l'heure, ou aux jeunes que je croise dans les collèges et les lycées dans lesquels je fais de l'éducation aux médias et à l'information, j'ai une manière d'expliquer tout ça. Je leur dis que la différence entre une fausse info et une fake news, c'est la même différence qu'il existe entre un faux sac Vuitton et un fake sac Vuitton. Le faux sac Vuitton, vous l'avez acheté 3$ sur un marché à Bangkok en Thaïlande. Et ça n'a pas d'importance. C'est un faux, vous savez qu'il s'agit d'un faux, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez acheté un fake Vuitton, vous l'avez payé 3 000 et vous êtes fait arnaquer. Et en fait, c'est ça la vraie différence entre ces deux phénomènes. Finalement, la fake news,
c'est quelque chose qu'on a assimilé comme une présence régulière dans nos univers informationnels. Mais la réalité, c'est que les grands médias professionnels ne font pas ou quasiment jamais de fake news. Ils diffusent parfois des fausses informations. Et en diffusant ces fausses informations, finalement, pour nous qui recevons cette information, il n'y a pas de grande différence entre la fake news et la fausse info. Finalement, un mensonge nous est proposé. La différence, elle est beaucoup plus pour celui qui la diffuse. La fake news n'a jamais d'impact pour celui qui la diffuse. La fausse info oblige bien souvent celui qui l'a diffusée à s'excuser et même à expliquer le processus qui l'a amené à cette erreur. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux vous dire que moi, j'attends toujours qu'un homme qui a été président des États-Unis et qui a prononcé, selon le compte du Washington Post, 25 000 mensonges en 4 ans de présidence, qui a prononcé 96% de propos faux durant l'année 2016, qui est l'année de la campagne électorale aux États-Unis, ce qui montre quand même un espèce de truc complètement sidéral, qu'un candidat gagne une élection en n'ayant prononcé que 4% de propos vrais durant l'année qui précède le scrutin, doit quand même nous interpeller de manière assez importante. On n'a pas du tout entendu M. Trump s'excuser pour un mensonge qu'il a répété 257 fois, celui qui disait qu'ils étaient en train de construire le mur de séparation avec le Mexique et que ce mur se situait à la frontière sud de l'État du Colorado. Pour ceux qui ont un tout petit peu de notion de la géographie aux États-Unis, l'État du Colorado, c'est pas un petit peu à la frontière mexicaine. C'est en plein milieu du pays. On est à 2000 km de la frontière mexicaine, donc c'est pas du tout possible que ce mur soit à la frontière du Mexique. Mais finalement, et c'est aussi l'un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que dans cette bataille de l'information, dans cette bataille pour capter nos attentions, celui qui devrait être notre meilleur allié, celui qui devrait nous protéger, celui qui devrait nous aider, notre cerveau, il peut se révéler comme étant notre pire ennemi. Pour illustrer tout ça, je voudrais vous soumettre à une toute petite expérience. Alors, je vais vous demander, dans quel sens tourne la danseuse ? Alors, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que cette danseuse tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que cette danseuse tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ? Ouais. Je pense qu'on a un problème. Parce qu'on est tous dans la même salle. Et on regarde tous la même vidéo. Vous voyez là ? Ah ! Tiens, c'est bizarre, on dirait que ça a changé. Et là ? Est-ce qu'on ne dirait pas que ça a là aussi changé ? Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il dans nos petits cerveaux qui sont supposés faire de l'intelligence ? Là, je vais vous proposer de regarder successivement à droite, puis au centre, et à gauche, puis au centre. Est-ce que la danseuse change de sens ? Oh, ah. Alors là, effectivement, vous vous retrouvez exactement dans la situation de mes amis qui ne veulent plus boire de verre avec moi parce qu'ils disent que c'est insupportable d'avoir une discussion avec moi. Attends, je vais arriver à faire pause. Est-ce qu'on peut faire pause sur ce truc ? Voilà, avant que vous deveniez tous complètement fous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec cette danseuse qui tourne ? Alors attendez, les amis à la technique, vous pouvez me mettre pause ou pas ? Parce que j'arrive pas du tout à le faire avec la petite manette. Il y aurait comme une forme de complot contre moi. C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cette image qui est au milieu, en fait, elle ne vous permet pas de savoir dans quel sens tourne la danseuse. Il s'agit d'une image en 2 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez pas de profondeur de champ. Vous n'avez pas le relief. Vous ne pouvez pas savoir dans quel sens elle tourne. Mais votre cerveau, à vous, il sait très bien que si quelqu'un tourne dans un sens ou dans l'autre, il ne peut pas tourner dans les 2 mêmes sens en même temps. Ça n'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous voyez quelque chose de différent ? Parce que votre cerveau influence votre vision des choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dernier stimuli que votre cerveau aura reçu
va indiquer si cette danseuse va tourner dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que quand vous regardez successivement à droite, puis au centre, ou à gauche, puis au centre, eh bien votre cerveau est influencé, parce que ces deux images qui sont sur les côtés, elles, sont en 3 dimensions. Et comme elles sont en 3 dimensions, elles vous permettent de répondre à la question, dans quel sens tourne la danseuse. Ce petit exercice qui m'a été donné par un chercheur en neurosciences, qui est, comme moi, quelqu'un qui aime bien manipuler les cerveaux, eh bien, elle nous montre quoi? Elle nous montre que finalement, nos cerveaux sont influençables. Et que ces formes d'influence sur nos cerveaux ont des conséquences très importantes sur la perception de notre réalité. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Dans un monde dans lequel il existe à la fois l'infodémie. L'infodémie, c'est un nouveau terme qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé pendant la pandémie de Covid-19. Il parle d'infodémie parce que c'est la pandémie de fausses informations. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, cette pandémie de fausses informations a des conséquences peut-être pas aussi graves, mais très graves, qui sont similaires à celles d'un virus en lui-même. Il y aurait donc une forme de virus de la désinformation qui aurait circulé et qui aurait touché de manière très, très importante les gens dans tous les pays. On a tous essayé de discuter de l'opportunité des vaccins avec tonton conspi ou tata antivax à Noël en 2021. On se souvient de ces moments de solitude extrême autour de la dinde. En espérant que la bûche allait venir très vite, parce qu'il fallait que la conversation s'arrête avant qu'on se foute à coups de marron autour du sapin. Et en fait, ce phénomène d'infodémie auquel on est tous confrontés, il cohabite avec un autre phénomène dont on a parlé tout à l'heure lors de la table ronde avec les journalistes, qui est ce qu'on appelle l'infobésité. L'infobésité, c'est pas forcément de la fausse information, c'est le fait qu'on est soumis en permanence à tellement d'informations qu'on n'est plus capable de faire le tri. Et finalement, cette infobésité, eh bien, elle crée aussi les conditions de la prolifération de cette infodémie. Là-dessus, on arrive sur un troisième phénomène, qui est le phénomène de la désinformation au sens propre. Et j'attire votre attention sur ce point-là. On l'oublie trop souvent. S'il existe des fake news, s'il existe des théories du complot, s'il existe des mensonges, c'est avant tout parce que des gens les fabriquent. Et si ces messages trouvent cette audience, cette diffusion, c'est à cause des mécaniques algorithmiques sur lesquelles on pourrait passer des heures, mais pas uniquement. C'est aussi parce que quelque part, nos cerveaux sont friands de tout cela. Et encore une fois, ceux qui devraient nous protéger, eh bien, ne nous protègent pas suffisamment. Il y a un autre élément que je voudrais mettre en avant avec vous, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? Bon, c'est cool. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous allez apprendre quelque chose. L'effet Dunning-Kruger, c'est un effet en psychologie sociale. En fait, ça ne s'arrête jamais, ce truc. C'est terrible. C'est un effet en psychologie sociale qui fait que, grosso modo, quand on s'intéresse à un sujet, quel que soit le sujet auquel on s'intéresse, notre illusion de connaissance dépasse très largement nos connaissances réelles. Comment est-ce que les chercheurs en psychologie cognitive, Dunning et Kruger, en sont venus à développer cette théorie? Ils ont découvert un fait divers aux États-Unis dans les années 90. Un mec braque des banques à visage découvert. Il braque des banques à visage découvert et un jour, les policiers viennent taper à sa porte pour l'arrêter. Et quand ils tapent à la porte pour l'arrêter, le mec ne comprend pas. Il dit « Mais c'est pas possible. Comment vous m'avez reconnu ?» Mais enfin, monsieur, vous braquez des banques à visage découvert. Comment vous pouvez penser qu'on ne vous a pas reconnu? Ah non, 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 non. Moi, je n'étais pas à visage découvert. J'avais recouvert mon visage de jus de citron. Hein? Comment? Quoi?
Mais oui, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de romantiques dans la salle. Le jus de citron. Moi, à mon époque, c'est ce qui remplaçait les dick pics éphémères que les jeunes s'envoient aujourd'hui. Hein, nous, on prenait une plume, du jus de citron, et on écrivait sur une feuille des mots d'amour qu'on révélait en le passant devant une flamme. Ah, c'était quand même autre chose que les dick pics éphémères sur WhatsApp. Hein. Je veux dire, c'était quand même un autre truc. Hein. Et ben, ce mec qui braquait des banques était persuadé d'avoir maîtrisé l'encre invisible au point d'être capable de se dissimuler le visage et de disparaître aux yeux des caméras de vidéosurveillance dans les banques qu'il avait attaquées. À ce moment-là, Dunning découvre ce truc, et il regarde Kruger et dit « Dis donc, Dunning, oui, Kruger. Mais comment est-ce qu'un être humain peut-il être aussi con ?» Parce que s'il y a des discussions sempiternelles sur le fait que les complotistes sont bêtes ou pas, là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Il y a vraiment une forme de bêtise à penser quelque chose qui n'est pas vrai et à en faire un argument pour se sauver de la police. Et donc, il découvre ce truc, et il théorise ce truc-là, qui est effectivement que quand on commence à s'intéresser à un sujet, eh bien, on va gravir la montagne dite de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide. Ça veut dire que vous allez avoir l'impression de maîtriser beaucoup plus un sujet que vous ne le maîtrisez vraiment. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'immense majorité des gens s'arrêtent tout en haut de cette montagne de la stupidité. Alors que s'ils poussaient un peu plus loin la recherche sur cette question qui les intéresse, eh bien, ils retomberaient dans la vallée de l'humilité en découvrant, comme moi, lorsque j'ai préparé la prochaine table ronde sur l'intelligence artificielle, hein, eh ben, je suis tout de suite monté très haut, puis après j'ai écouté Carole parler, puis je suis redescendu très vite en bas. Hein. À force de travail et d'abnégation, j'ai réussi à me hisser, hein, au bout d'un moment, sur ce plateau de la consolidation, qui fait peut-être pas de moi un expert, mais au moins quelqu'un qui a l'humilité de comprendre qu'il ne sait rien et qu'il vaut mieux écouter les gens plus intelligents que lui, qui connaissent des réponses sur ces sujets. Deux exemples qui montrent bien que cet effet Dunning-Kruger, on en est tous un peu à la fois les acteurs et les victimes. Moi, mon effet Dunning-Kruger, c'est quand j'ai appris à jouer de la guitare. Ah bah ouais, hyper rapidement, j'ai pris la guitare, je me suis dit, franchement, je suis trop fort. C'est un truc de ouf. Metallica, Nothing Else Matter, Jeux interdits, tac, 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 un peu de Nirvana, vite. Wow. J'étais trop fort. Et puis, tiens, c'était bien Jimi Hendrix. Et si on essayait de faire de Jimi Et puis si on essayait de faire un barré, bon, ceux qui jouent de la guitare le savent, c'est une espèce de technique qui doit bloquer toutes les cordes avec un seul doigt. Là, tu découvres que ça fait un mal de chien, que c'est pas du tout possible. Et donc, oui, je suis monté très vite sur la montagne, je suis redescendu dans la vallée de l'humilité, et à force de faire saigner mes doigts en jouant de la guitare, eh ben, j'ai compris que effectivement, je pouvais arriver à faire quelques trucs. Le premier problème, c'est que quand je parle avec mon meilleur pote, qui est un vrai guitariste professionnel, qui joue vraiment qui est un très très grand musicien, je dis, attends, mais toi, t'es trop fort en guitare. Il dit, mais non, moi je suis nul, il y a des mecs qui sont 1000 fois plus forts que moi. Et ça dit quelque chose aussi. C'est que finalement, l'immense majorité des gens qui savent ont une forme d'humilité par rapport à leur propre savoir. Pourquoi cet exemple est intéressant et pourquoi est-ce qu'il résonne avec cette infodémie dont on a discuté auparavant ? Eh bien parce que durant le Covid-19, vous avez probablement vu cette vidéo passer sur vos réseaux sociaux, hein, au mois de mars 2020, un homme qui était plus ou moins une figure du mouvement des Gilets jaunes, se filme à 3h du matin dans son salon et il a découvert un truc de ouf. L'Institut Pasteur a inventé le Covid-19. Il a le document, et il vous le montre dans sa vidéo, ce document de brevet, ce PDF de 400 pages qu'il a téléchargé, qu'il a imprimé. Il vous le montre, c'est la preuve. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cet homme surestime largement sa capacité à lire un document de brevet. Il se trouve qu'un document de brevet, c'est un document extrêmement nomenclaturé, dans lequel les termes sont juridiquement établis.
Et que quand un chercheur de l'Institut Pasteur, puisqu'il existe vraiment ce document, et qu'il date de 2005, et qu'un chercheur de l'Institut Pasteur a établi le code génétique d'un virus Covid, qui n'était pas celui du Covid-19, mais bon, passons sur ce détail, eh bien, dans ce document, celui qui décrypte le code génétique, il est qualifié d'inventeur. C'est en première page du document. Mais si vous ne savez pas qu'il s'agit d'un document de brevet, eh bien, vous pouvez vous tromper. Et plutôt que de chercher à remettre en question ce qu'il croyait déjà, c'est-à-dire que l'Institut Pasteur était une bande de salopards qui fabriquaient des armes bactériologiques pour s'attaquer à la population, eh bien lui, il a été là-dedans. Avec des conséquences terribles, cette histoire amène déjà une vidéo sur Facebook à faire des millions de vues en quelques jours, ce qui pose un petit peu le problème de la responsabilité des plateformes sur les contenus qu'elles diffusent, mais bon, à la limite. Hein, il paraît que ce ne sont que des tuyaux et qu'ils ne sont pas responsables. Bon, ce sont des tuyaux. Mais cette histoire, c'est la première fois que quelqu'un qui a diffusé une fake news sur les réseaux a été condamné en diffamation. L'Institut Pasteur a poursuivi cet homme, il a été condamné en diffamation au courant de l'année 2022. Et ça montre bien que, finalement, face à ces dispositifs, je sais bien que les Français font trop de lois, ma chère Sandrine, eh bien, on est totalement démunis. Parce que cet espace est tellement dérégulé qu'il n'y a pas moyen d'aller lutter à armes égales sur ces sujets. On oublie souvent que la démocratie, la liberté d'expression, ça ne peut pas exister seul. La liberté d'expression, ça ne peut exister que corrélée à la responsabilité des propos qui sont tenus. Si vous pouvez dire tout et n'importe quoi sans jamais être tenu responsable de vos propos, eh bien en réalité, ça ne s'appelle pas la démocratie. Ça s'appelle le fascisme. Et donc, il y a quelque chose d'absolument terrible à l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui, où, sans que ça soit fondamentalement une volonté des acteurs de la technologie et des GAFA, eh bien, ce monde dans lequel nous vivons, c'est celui-là. Ce monde dans lequel vous communiquez, dans lequel vous exercez vos métiers, c'est celui-là. Et si vous, je l'espère, et je n'ai que peu de doute là-dessus, vous avez une responsabilité très importante par rapport aux propos que vous tenez, eh bien, par exemple, vos détracteurs ne vont pas l'avoir du tout. Et comment est-ce que vous allez être capable, eh bien, de lutter contre tout cela? Je ne sais pas, mais je pense que les mois et les années qui viennent vont forcer à la fois les professionnels de l'information, les professionnels de la communication, mais surtout les citoyens que nous sommes tous, à chercher une forme de solution, ou en tout cas à réfléchir ensemble pour essayer de la trouver. Si nous ne faisons pas cela, il y a vraiment de très grands risques que nous disparaissions dans une espèce de dystopie absolument horrible, dans laquelle non seulement tout le monde pourrait dire n'importe quoi, mais ça serait un peu la prophétie de l'humoriste Rémi Gaillard. Hein. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et ben là, on n'en est pas loin, et je crois qu'il y a vraiment un énorme enjeu sur lequel, eh bien, je sais bien et j'ai bien compris que vous étiez alertés. Je voudrais me permettre d'en rajouter un tout petit peu et vous dire que la seule vraie solution face à tous ces phénomènes, ça va être l'éducation. Ça va être à la fois d'éduquer les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes, et de créer, y compris dans vos entreprises, dans vos espaces professionnels, eh bien, des espaces de formation sur ces sujets-là, où on va développer l'esprit critique, faire de l'éducation aux médias, forcer les gens à remettre en question ce qu'ils croient savoir. Et c'est là-dessus que je terminerai cette courte présentation, avant de passer à cette table ronde qu'encore une fois vous attendez tous, en vous proposant eh bien, de faire un geste envers une association qui s'appelle Entre les lignes, et qui organise justement de l'éducation aux médias dans les collèges, dans les lycées. En flashant ce code, eh bien, vous permettrez à un enfant en France d'être sensibilisé aux questions de fake news. Et on me le dit en coulisses, c'est gratuit. Attention quand même, hein, sur Internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Merci beaucoup. Je remets ma casquette. Ah, vous voulez poser une question? Alors,
On m'avait dit que non, mais après j'ai une tendance à la Fidel Castro à parler très longtemps et tout. Mais est-ce que vous permettez peut-être à Sandrine de poser une question? Alors Sandrine, allez-y, posez une question. Ah, vous savez, moi j'obéis à Cindy. Je ne sais pas à qui Cindy. J'en ai qu'une, Thomas. Elle a peut-être pas de réponse, mais comme on est sur le sujet des médias, il y a les États généraux de l'information qui ont, je crois que c'était la semaine dernière que ça a démarré. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, la presse des États généraux? Elle est large comme question. Non, mais c'est en fait, moi j'attends une chose très simple. En fait, pour moi, il y a une solution très simple à tous nos problèmes. Les GAFA nous expliquent qu'ils sont des tuyaux, et donc ils ne sont pas responsables des contenus qu'ils diffusent. S'ils sont des tuyaux, ils n'éditorialisent pas le contenu, et ce que vous voyez, c'est ce que je vois. Et s'ils sont des tuyaux, ils ne gagnent pas d'argent à diffuser ces informations. Eh bien, pour moi, vu qu'on répond oui à la question est-ce qu'ils éditorialisent et oui à la question est-ce qu'ils gagnent de l'argent, eh bien, ils sont des médias. Et donc, il n'y a pas d'autre possibilité que de les rendre responsables de ce qu'ils diffusent et de les faire respecter la loi de 1880 sur la liberté de la presse dans notre pays. Pas besoin de créer une nouvelle loi. Pas mal, ça devrait vous plaire. Mais surtout, en fait, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'obliger ces entreprises étrangères qui ne respectent ni nos lois ni ne payent d'impôts suffisants dans nos pays à bouleverser, et je suis désolé de le dire comme ça, mais à foutre en l'air nos démocraties sans qu'on réagisse. Il y a un moment, c'est plus possible. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu à cela, et que si ils étaient considérés comme des médias, eh bien, les milliards de bénéfices qu'ils réalisent tous les ans seraient peut-être réinvestis dans une forme de modération, de régulation, de contrôle d'un certain nombre de contenus. Et je dis ça d'autant plus que moi, en tant que journaliste sur ces sujets-là, je reçois depuis une dizaine d'années entre 30 et 40 menaces de mort hebdomadaires. Et que c'est pas normal de vivre comme ça. Et que c'est pas normal qu'on puisse jamais poursuivre personne, que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de responsabilité là-dessus, c'est pas normal qu'on me traite de youpin et qu'on m'envoie des cordes de pendus comme ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on ne devrait pas accepter. Et donc, effectivement, je crois qu'il y a un vrai enjeu. On n'a pas encore la solution, mais moi, ce que je crois, c'est que cette solution, elle sera avant tout collective et qu'on a le droit collectivement d'exiger mieux que ce qu'on nous impose aujourd'hui.